Bonjour chers amis, bonjour le monde. Je sais que tu attends impatiemment cette vidéo. Quels sont les sujets susceptibles de sortir en 2024 en SVT? Alors, si tu aimes la vidéo, partage, like. Ça me ferait du bien. Chers amis, en SVT, on a 4 exercices. Quels sont les exercices les plus fréquents? On peut citer immunologie, qui est la science qui étudie l'immunité. L'immunologie possède 2 leçons. Le mécanisme de la défense de l'organisme et le dysfonctionnement du système immunitaire. Autre sujet imposé à l'examen, il s'agit donc de pédo ou de géo. On parlera donc de pédologie et de géologie. La pédologie est l'étude consacrée au sol. Et la géologie est l'étude consacrée aux roches, c'est-à-dire à la terre. Troisième option que l'on vous donne toujours à l'examen, il s'agit du thème génétique. La génétique possède 2 leçons. Mono-hybridisme, étude consacrée à un seul caractère. Et dihybridisme, étude consacrée à 2 caractères. N'oubliez pas de maîtriser l'électrophorèse. Et j'en viens. Chers amis, les 3 leçons ou les 3 thèmes qui sortent impérativement à l'examen sont la génétique, l'immunologie, soit la pédologie et la géologie. Après ces 3 options imposées à l'examen, l'on vous donne un autre exercice. Cet exercice peut être tiré dans plusieurs thèmes. Le thème le plus fréquent est la reproduction. La reproduction possède 2 leçons. Reproduction chez les spermaphites, c'est-à-dire les plantes à fleurs, et la reproduction chez les mammifères, les hommes, les animaux. Nous parlerons aussi de la nutrition qui est souvent donnée. La nutrition, il s'agit de la leçon portant sur l'activité cardiaque et la leçon portant sur le milieu intérieur appelé les reins. Le 3e thème très important est la communication. La communication possède plusieurs leçons. La première leçon, il s'agit des réflexes. La 2e leçon, il s'agit de structure nerveuse. La 3e leçon, il s'agit de synapses. Et la 4e leçon, il s'agit de muscles striés squelettiques. Chers amis, voici d'abord sur quoi tu dois mettre ton espoir. Allons en faisant des petites techniques, secrets et résumés. Nous allons commencer notre premier résumé par le cours de
immunologie. Prenez note. L'immunologie est la science qui étudie l'immunité. L'immunité est le mécanisme de la défense de l'organisme. L'organisme se défend lorsqu'il est agressé. Dans cette leçon, vous devez connaître les différentes informations comme la défense spécifique et la défense non spécifique. Parlons de la défense non spécifique. La défense non spécifique est une défense indépendante de la nature des antigènes, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des antigènes. On parlera dans cette défense de microbes, de bactéries. Cette défense va faire intervenir trois types de barrières. Barrière mécanique, la peau. Barrière chimique, la sueur, les glandes sudoripares, les sécrétions chez la femme, les spermines chez l'homme. Barrière biologique, les microbes appelés les staphylococques. Chers amis, voici donc les trois barrières. Barrière mécanique, la peau. Barrière chimique, sécrétion vaginale, spermine chez l'homme, sueur, les lames. Et barrière biologique, les microbes. Une fois que l'organisme n'arrive pas à se défendre, l'organisme va faire intervenir dans cette défense non spécifique trois types de réactions. Il s'agira donc de la réaction inflammatoire caractérisée par 4 signes. La douleur, la chaleur, les gonflements et la rougeur. Ces 4 étapes sont appelées la phagocytose. Ingestion des particules suivies de leur digestion à l'intérieur des cellules appelées phagocytes. Alors, les différentes étapes de la phagocytose sont le rapprochement, l'adhésion, l'ingestion et la digestion. Voici donc les 4 étapes de la phagocytose qu'il faut maîtriser. Nous sommes dans la réaction inflammatoire. Parlons donc de la réaction ganglionnaire. La réaction ganglionnaire met en exergue les microbes qui n'ont pas été détruits dans la réaction inflammatoire vont poursuivre jusqu'à arriver dans les faisceaux lymphatiques. Chers amis, nous parlerons donc de la réaction ganglionnaire. L'endroit où il y a eu la blessure, ce n'est pas l'endroit qui s'enfle. Vous êtes blessé au doigt, vous ressentez le mal à l'aisselle. Vous êtes blessé au pied, vous ressentez le mal à la laine. Il s'agit d'une réaction ganglionnaire. Les microbes ici auront des substances toxiques. On parlera donc de la septicémie. La dernière réaction, il s'agit de la réaction généralisée. Dans cette réaction, nous parlons donc des microbes qui n'ont pas aussi été détruits dans la réaction ganglionnaire vont poursuivre leur action tout en généralisant leur action dans le corps. On parlera donc de la réaction généralisée. Les microbes auront des substances encore très toxiques. On parlera donc de la toxémie. Et aussi, on peut donc utiliser le mot septicémie. Je répète, la réaction ou la défense non spécifique ne dépend pas de la nature des antigènes. Venons à la réaction, à la défense spécifique. La défense spécifique dépend de la nature des antigènes et est contrôlée par les anticorps, tout en formant un complexe appelé complexe humain. Agglutination des anticorps et des antigènes. Complexe humain. Dans cette défense, l'on parlera la plupart des antigènes. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir?
Les macrophages vont phagocyter le virus et présenter à leur surface les peptides viraux appelés les épitotes antigéniques. Une fois que c'est présenté, les lymphocytes T régulateurs vont venir récupérer par l'intermédiaire de la CMH complexe majeure d'histocompatibilité les peptides viraux pour aller partager, aller sécréter des lymphocytes appelés les lymphocytes T4. Les lymphocytes T4 seront donc créés ainsi que les lymphocytes T8. Les lymphocytes T4 vont se multiplier puis se différencier en lymphocytes T4 auxiliaires appelés helpers qui vont libérer les interleukines. Une fois que les lymphocytes T4 libèrent les interleukines, les macrophages ayant aussi stimulé les lymphocytes B, alors dans ce cas-là, les lymphocytes B vont recevoir les interleukines libérées par les lymphocytes T4. Les lymphocytes B deviendront, dans ce cas-là, les lymphocytes B mémoire qui ont une durée de vie longue et les lymphocytes B auxiliaires. Les lymphocytes B auxiliaires vont se multiplier puis se transformer en plasmocytes. Et ces plasmocytes-là vont sécréter les anticorps. Et les anticorps vont neutraliser les antigènes déterminés. Les lymphocytes T4 vont aussi d'autre part libérer des interleukines au profit des lymphocytes T8 qui deviendront les lymphocytes cytotoxiques et les lymphocytes T8 mémoire. Les lymphocytes cytotoxiques, comme son nom l'indique, vont phagocyter le virus de corps étranger. L'on les appellera donc les killers. Les lymphocytes cytotoxiques vont phagocyter le corps étranger par une lyse appelée une lyse cellulaire. Par l'intermédiaire de la perforine, qui est l'instrument que les lymphocytes TC vont utiliser pour détruire le corps cancéreux. Dans ce cas-là, l'on parlera donc des différents types de réactions. D'une part, lorsque il y a une production d'anticorps, on parlera d'une réaction immunitaire à médiation humorale. D'autre part, lorsque ça se fait avec les lymphocytes T, il s'agit d'une réaction immunitaire à médiation cellulaire. Donc, chers amis, il existe deux types de réactions. La réaction immunitaire à médiation humorale est faite par le biais des plasmocytes, des anticorps, des lymphocytes B et du macrophage. Pendant ce temps-là, la réaction immunitaire à médiation cellulaire se fait par le biais des lymphocytes T, des lymphocytes T4, des lymphocytes T8 et aussi les lymphocytes TC. Ces deux types de réactions ont des similarités et des différences. Ces deux types de réactions immunitaires, c'est-à-dire la réaction immunitaire à médiation humorale et la réaction immunitaire à médiation cellulaire, ont des similarités. Comme similarité, on a la phase de reconnaissance et d'identification, la phase d'amplification et de multiplication et la phase effectrice. Retenez bien ces informations. Quelles sont les différences? C'est au niveau de la phase effectrice. La réaction immunitaire à médiation humorale détruit le corps étranger grâce à ses anticorps, appelés les immunoglobulines, les IG. Quant à la réaction immunitaire à médiation cellulaire, détruit le corps étranger appelé l'antigène grâce à une lyse cellulaire par l'intermédiaire de la perforine. Lorsque
il y a production d'anticorps, c'est que les lymphocytes T et les lymphocytes B ont coopéré. Il s'agit d'une coopération cellulaire parce qu'il y a eu production d'anticorps. Dans le cas où il n'y a pas de coopération, ça veut dire les deux ne donnent pas une production d'anticorps. Chers amis, c'était pour le mécanisme de la défense de l'organisme. Parlons du dysfonctionnement du système immunitaire cas du sida. Dans un premier temps, lorsque vous voulez commencer un exercice de sida, l'on peut vous donner une structure appelée structure du VIH. Cette structure possédera le GP120, appelé glycoprotéine GP120, le GP41, glycoprotéine 41, l'ARN que vous devez avoir à l'intérieur du sujet, capside ou cœur du virus que vous devez avoir, protéines que vous devez connaître, transcriptase inverse reverse et l'ADN mitochondrial. Chers amis, c'était l'exemple de la structure du VIH. Quelles sont les différentes phases qui se trouvent sur la courbe? Il y aura donc 3 phases. La première phase est la phase primo-infection. Dans cette phase, la charge virale augmente brutalement, puis chute brutalement. Tandis que le taux d'anticorps continue toujours d'évoluer, de progresser. La deuxième phase est appelée la phase asymptomatique. Il s'agit d'une phase latence. L'individu est à l'état latent. L'individu ne manifeste aucun signe de la maladie. On dit qu'il est porteur sain ou porteur asymptomatique. Il ne fait pas la maladie, mais il transmet la maladie. Il est infecté. Il s'agit donc de la phase asymptomatique. On va remarquer que la charge virale est constante comme analyse. Pendant la troisième phase et la dernière phase, il s'agit de la phase symptomatique. Le sida est déclaré. Et pourquoi le sida est déclaré? Parce que la charge virale va continuer à progresser, tandis que le taux d'anticorps anti-VIH va baisser. Mes respects. Alors, cher ami, je viens de te résumer comment faire une analyse d'une courbe possédant le taux d'anticorps anti-VIH et la charge virale, qui est très important. En plus de ça, il faut connaître le mécanisme de l'infection de LT4. Il faut le connaître en ordre parce qu'on pose cette information-là la plupart des examens. Je vous en supplie, maîtrisez ça. Comment les LT4 sont agressés? J'ai signifié ça dans une des vidéos à maîtriser. Nous avons fini donc le thème immunologie. Nous allons donc passer sur le thème de la géologie. On avait signifié que la géologie est l'étude consacrée à la terre ou aux roches. Quelles sont les roches et quelles sont les classes? Alors, chers amis, dans la roche magmatique va se trouver 2 types de gisements. Le gisement magmatique et le gisement phylonien. Le gisement magmatique et le gisement phylonien
se trouve dans la roche magmatique. Il s'agit là d'un gisement primaire. Les gisements primaires se trouvent à l'intérieur de la roche magmatique. En haut de la roche magmatique au sommet, l'on va te présenter un gisement. Ce gisement porte le nom de gisement résiduel d'altération. Au sommet de la roche magmatique se trouve un gisement. Il s'agit donc de gisement secondaire résiduel d'altération. Si vous voyez un schéma avec des fissures, des failles, il s'agit là de gisements de failles. Les gisements de failles sont classés dans la catégorie de gisements primaires. Là, on va présenter une rivière. Et à côté de cette rivière, ils vont te demander de donner le gisement. Il s'agit de gisement alluvionnaire. Parce que tu vois la rivière. Le gisement alluvionnaire se trouve à la surface. Quelles sont les différentes exploitations que l'on peut trouver dans tout ce que je suis en train de dire? L'exploitation à ciel ouvert appelée la découverture. Et qu'est-ce que l'on appelle la découverture ou exploitation à ciel ouvert? L'exploitation à ciel ouvert appelée la découverture consiste à mettre à nu la zone minéralisée. Consiste à mettre à nu la zone minéralisée. Qu'appelle-t-on exploitation souterraine? L'exploitation souterraine consiste à pénétrer la zone minéralisée. Consiste à pénétrer la zone minéralisée. Il s'agit donc de l'exploitation souterraine. Elle se fait à 10 mètres ou en profondeur, c'est-à-dire quoi? Où on dépasse 10 mètres. Lorsque nous sommes à 500 mètres, on peut qualifier de exploitation à ciel ouvert. Parlons donc de la technique de la bâtée. La technique de la bâtée consiste à rechercher les minéraux dans les sédiments, dans les cours d'eau, à travers ou à l'aide d'un récipient appelé les calebasses. La technique de la bâtée se fait dans les gisements alluvionnaires. Chers amis, je vous demande de savoir expliquer une exploitation à ciel ouvert. L'exploitation à ciel ouvert est affleurant à la surface. Ça veut dire que ça se trouve à la surface. Quant à l'exploitation souterraine, se trouve en profondeur. Chers amis, nous parlerons encore des différentes méthodes. Il existe deux types de méthodes. Excusez-moi. Il existe deux types de méthodes. La méthode qualifiée de directe et la méthode qualifiée de indirecte. Qu'est-ce qu'on appelle méthode directe? La méthode directe va mettre en exergue trois prospections. Dans la méthode directe, il existe trois prospections. La prospection alluvionnaire, la prospection géochimique et la prospection géologique. Donc, dans la méthode directe, qu'est-ce que vous devez retenir? Qu'il existe trois prospections. Prospection, c'est la technique de recherche. Alors, il existe trois prospections. Prospection géochimique, prospection géologique et prospection alluvionnaire. Dans la méthode indirecte, il existe quatre prospections. Prospection électrique, prospection magnétique, prospection géophysique, prospection radiométrique. Nous pouvons aussi citer la technique de réflexion.
Mais je viens de t'expliquer ces différentes méthodes ainsi que leur prospection. Où l'on trouve l'or? L'on trouve l'or dans la roche magmatique et dans la roche sédimentaire. Où l'on trouve le diamant? Dans la roche magmatique et dans la roche sédimentaire. Où l'on trouve le manganèse? Roche magmatique, roche sédimentaire. Où l'on trouve comme exemple, je vais m'arrêter là. Ce n'est pas tout ce que j'ai donné qui vont se trouver dans la roche magmatique et sédimentaire. Il y a d'autres qui se trouvent dans la roche métamorphique. Il s'agit aussi de l'or. Parfois qu'on peut, je ne sais pas comment on va faire pour l'essentiel, de l'or. Alors, cher ami, il faut bien écouter la suite. Je viens de finir les techniques permettant de maîtriser le cours appelé géologie. Passons donc à la pédologie. Quel résumé vous devez maîtriser? On avait signifié que la pédologie est l'étude consacrée au sol. Qu'est-ce qu'un sol fertile? Un sol fertile est un sol qui a de bonnes propriétés physiques, chimiques et biologiques. C'est un sol propice à l'agriculture. Qu'est-ce qu'un sol infertile? Un sol infertile est un sol qui a de mauvaises propriétés physiques, chimiques et biologiques et qui est impropice à l'agriculture. Chers amis, qu'est-ce que vous devez savoir lorsque vous attendez d'un exercice apport d'engrais? Toutes les techniques où l'on apporte des engrais est qualifié d'amendement. Apport d'engrais chimique, amendement chimique. Apport d'engrais organique, amendement organique. Apport de sable, amendement sableux. Apport de l'argile, amendement argileux. Toutes ces techniques sont des amendements. Chers amis, parlons donc des différentes informations précieuses que l'on peut rencontrer dans le cours de pédologie. Chers amis, nous allons donc définir plusieurs techniques. Technique de protection de sol. On parlera donc de la technique de la jachère, de l'irrigation, de drainage, d'assolement ou rotation de culture, de paillage, et etc. Qu'appelle-t-on irrigation? L'irrigation consiste à apporter de l'eau sur un sol qui n'en contient pas. Qu'appelle-t-on le drainage? Le drainage consiste à évacuer l'excès d'eau sur une parcelle. Qu'appelle-t-on paillage? Le paillage est une technique qui consiste à couvrir le sol de paille ou des feuilles mortes. Qu'appelle-t-on assolement ou rotation des cultures? Et ça consiste à alterner, à changer de culture sur une même parcelle. Si cette année tu as fait l'igname, l'année prochaine tu fais le manioc. Chers amis, parlons donc du terrassement. Le terrassement consiste à couvrir le sol de terrasse ou se faire sur des parcelles sous forme de pente. Cette technique permet une gestion rationnelle. Alors, le rôle, une bonne gestion rationnelle qu'il faut maîtriser et conserve la fertilité du sol. On avait signifié que la jachère consiste à laisser le sol se reposer pendant un certain temps. Son rôle ou son importance, et cette technique permet une gestion rationnelle et aussi permet de conserver la fertilité du sol. Chers amis, il y a certaines techniques de protection qui sont aussi qualifiées de
techniques d'amélioration. Chers amis, passons donc à la technique d'amélioration d'un sol. Toutes les techniques d'apport d'engrais sont appelées des amendements. Et toutes les techniques appelées amendements sont les techniques d'amélioration d'un sol. Lorsque vous apportez du calcium à un sol, vous utilisez donc le terme amendement calcaire, qui se fait à l'aide de la chaux vive. Il s'agit donc du cholage. Lorsque vous apportez de l'humus à un sol, il s'agit donc de l'amendement humifère. Chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'amendement calcaire? Vous devez savoir que le CaO plus de l'eau va donner le Ca, facteur de OH fermé 2 en indice. Et le Ca, facteur de OH2, 2 en indice, OH2 en indice, va donner le Ca2 plus et le 2OH-. Dans ce cas-là, vous direz par la suite que les ions Ca2 plus vont se combiner au complexe azulo-humique tout en libérant les ions H+. Les ions H+ libérés vont fusionner avec les deux ions OH- pour former de l'eau. Chers amis, cette technique a pour but de permettre de conserver la fertilité du sol et consiste aussi à maintenir ou à permettre l'acidité du sol, rendre le sol un peu moins acide. Si le sol était très acide, lui permet d'élever l'acidité du sol. Alors, il va rendre ça équitable. Chers amis, nous avons donc parlé de notre information sur la technique de protection des sols et la technique d'amélioration des sols. Lorsqu'on vous présente un exercice de pédologie, ça se conçoit de deux manières. Avec la technique de la chaux vive apportée, ou du moins l'on vous présente un tableau avec plusieurs valeurs où vous allez réaliser des courbes. La courbe qui va se faire avec humus par exemple et la courbe qui va se faire sans humus. Vous devez savoir commenter à quel moment l'agriculture ou bien la parcelle est plus rentable et à quel moment la parcelle est moins rentable. Pour réaliser ces courbes, l'on va vous donner un tableau avec des valeurs. Cher ami, je viens de t'expliquer comment l'on fait pour retenir ces parties-là. Pour la génétique, j'avais parlé de monohybridisme et de dihybridisme. Alors faites attention au sujet de l'électrophorèse. L'électrophorèse sont les exercices de monohybridisme où l'on met à l'intérieur du sujet des rectangles avec des taches noires. Cher ami, je ne vais pas te montrer ici comment on résout ou bien comment on apprend un exercice de monohybridisme et de dihybridisme. Mais ce que je peux faire pour t'aider, c'est que dans un exercice de monohybridisme, si les parents sont apparemment sains, c'est que les parents n'ont pas de noix ou bien de taches à l'intérieur d'eux. Les parents, tant, apparemment sains, donnent naissance à des individus, tant, malades. Les parents portent en eux l'allèle responsable de la maladie, mais sous forme masquée. Ils sont forcément hétérozygotes. Après cette information, nous allons donc dire, donc l'allèle responsable de la maladie est récessif. Et nous allons faire choix des symboles. Sain, malade, et prendre la lettre de la maladie pour rendre ça en minuscule côté maladie, majuscule côté sain. Je fais le choix des symboles. Et après cette information, la deuxième question serait montrer que l'allèle responsable de la maladie est lié au sexe ou bien autosomal. Dans ce cas, tu dis, si
supposons que l'allèle responsable de la maladie est lié au sexe et porté par un chromosome sexuel X. Et le chromosome Y est génétiquement inerte. Et vous commencez à faire les génotypes, les phénotypes. Dans un premier temps d'abord, les phénotypes. Le deuxième temps, les génotypes. Et après, gamètes produits ou fournis. Et faire la fécondation qui va nous donner l'échiquier de croisement. Et à l'intérieur de cette information, nous pouvons donc travailler pour savoir si les résultats trouvés théoriquement sont conformes à ce que le pédigré a donné. Une fois que c'est bon, directement, vous dites que c'est lié au sexe. Quand ce n'est pas bon, vous dites que ce n'est pas lié au sexe, c'est autosomal. Si c'est lié au sexe, c'est gonosomal. Donc en réalité, tu n'as pas trop besoin de ces mots. Soit tu dis lié au sexe, ou soit tu dis que ce n'est pas lié au sexe. Si ce n'est pas lié au sexe, tu dis que c'est autosomal. Alors, chers amis, si vous voulez vous assurer que vous avez trouvé, vous regardez le nombre de personnes malades sur l'ensemble des personnes totales. Alors, si tu regardes dans une famille, leur descendance, s'il y a 3 enfants malades, sur 7 enfants, tu fais 3 sur 7 et tu trouveras la proportion qu'une personne soit malade. Chers amis, allons après monohybridisme, étude consacrée à un seul caractère. Nous parlerons donc de dihybridisme, étude consacrée à 2 caractères. Dihybridisme. Ici, il ne serait pas long car j'ai fait plusieurs vidéos de dihybridisme. Je vous demande d'aller regarder. Vous devez savoir là-bas si les caractères étudiés se présentent sous forme de 2 caractères, couleurs et aspects. Une fois que vous donnez ça, vous produisez tout en faisant l'analyse. Après l'analyse, peut-être le premier couple peut donner des descendances homogènes. On va dire que les parents sont homozygotes dans notre interprétation. Parce que la descendance obtenue est de race pure. Et dans le deuxième, on va forcément faire des calculs qui vont nous amener à trouver soit 3K, 1K. Nous allons dire que les caractères qui s'expriment à la fréquence 3K et 1K, 3K d'abord est dominant et 1K est récessif. Si vous trouvez 1,5, il s'agit donc d'un test cross. Et si vous trouvez 1,5, 1K, 1K, il s'agit donc de... Alors, je voudrais que tout le monde réponde. Si vous trouvez 1,5, 1K, 1K, si ce n'est pas un test cross, qu'est-ce qu'on a? On a une codominance. Chers amis, c'était pour te résumer un peu. Je vous demande de regarder les vidéos sur la génétique, monohybridisme et dihybridisme. Je te conseille de regarder dihybridisme parce qu'il y a études simultanées des caractères permettant de trouver si les parents sont... Alors, les parents, soit les parents sont en position cis ou en position trans. Alors, après cette information, chers amis, parler de back-cross ou de crossing over ou établir la carte factorielle, la distance génétique. Alors, je vais m'arrêter ici concernant le dihybridisme. Nous allons donc parler de milieu intérieur, le rein. Alors, le rein est l'assemblage de plusieurs types de néphrons. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. C'est le néphron qui fait fonctionner le rein. Vous devez forcément maîtriser le schéma du néphron, qui est très important à maîtriser. Schéma du néphron. Si vous maîtrisez le schéma du néphron, vous aussi faites tout possible pour maîtriser le schéma de l'élimination de l'urine. C'est-à-dire le schéma qui va faire venir à son sein l'aldostérone. Après, le médullo-surrénal, le cortico-surrénal et l'autre côté, l'ADH qui va faire venir aussi antéhypophyse, post-hypophyse et l'hypothalamus. Après ça, vous allez donc avoir de l'eau et la diminution de NA et après avoir plusieurs informations comme la filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire, sécrétion tubulaire et puis excrétion. Alors, chers amis, ce n'est pas compliqué à maîtriser. J'ai fait ces vidéos pour vous aider. J'ai fait plusieurs fois ces vidéos. Je vous demande d'aller regarder ces vidéos-là sur les reins qui sont très importants. Il faut savoir que le rein ou les reins possèdent 3 rôles. Rôle de filtre sélectif appelé filtre de barrière. Et on parle de filtre de barrière ou filtre sélectif lorsque certaines substances passent uniquement dans le plasma et ne passent pas dans l'urine. C'est ce qu'on appelle passe uniquement dans le plasma. Et le rôle sécréteur, c'est lorsque certaines substances passent
dans l'urine. Si ça passe dans l'urine, c'est que ça ne passe pas dans le plasma. Et on parle de excréteur lorsque ça passe dans les deux milieux. On parle de filtre sélectif, ça passe dans le plasma. Excréteur passe dans les deux milieux. Sécréteur passe dans l'urine. Alors, il faut maîtriser le synonyme de l'ADH qui est la vasopressine. Alors, l'ADH qui signifie hormone antidiurétique. Une fois que vous maîtrisez les différentes informations, chers amis, vous allez faire maintenant face à l'hyperglycémie, hypoglycémie et glycémie. La glycémie normale est située entre 0,70 et 1,07. Alors, une fois qu'on dépasse, on parle de hyperglycémie et l'hormone responsable de l'hyperglycémie est l'hormone responsable de l'hyperglycémie est appelé le glucagon et l'hormone responsable de l'hypoglycémie est appelée l'insuline. Donc, vous devez maîtriser ça. Maîtriser le schéma qui parle de ingestion de NaCl. Ingestion de l'eau. Lorsqu'on injecte le NaCl, il y a eu augmentation de la pression osmotique. Par exemple, s'il y a augmentation de la pression osmotique, il y a diminution de la diurèse. La diurèse et puis la volumie sont de même schéma. Si la diurèse diminue, c'est que la volumie diminue. Si la pression osmotique diminue, c'est que la diurèse et la volumie augmente. Alors la diurèse et la pression osmotique ne se comportent pas de la même manière. Si la pression osmotique augmente, la diurèse diminue. Si la diurèse augmente, la pression osmotique diminue. Il y aura des schémas lorsque on va vous demander d'analyser. Pardonnez, j'ai signifié que vous devez maîtriser tous les schémas. Alors, chers amis, nous allons donc passer tout en insistant sur la reproduction. La reproduction chez les mammifères. La reproduction chez les mammifères, vous devez connaître les cycles sexuels. Cycle hormonal, cycle ovarien, cycle utérin. Cycle hormonal, on parlera donc, comme son nom l'indique, la progestérone et l'oestrogène. Et maintenant, les cycles hypophysaires, on parlera de FSH, folliculo, hormone, et puis, comment on appelle ça, hormone folliculaire stimulante. Et maintenant, parler aussi de LH, hormone lutéinisante ou hormone lutéinique. Maintenant, parler aussi du cycle utérin. Le cycle utérin, l'on parlera donc de plusieurs informations que peut-être je ne peux pas trop signifier parce que le temps est arrivé. Alors, chers amis, lorsque vous maîtrisez ces différentes informations, il faut savoir analyser la courbe qui présente le pic de LH et le pic, la diminution de LH. S'il y a le pic de LH, il faut maîtriser pourquoi il y a eu pic de LH et pourquoi il y a aussi diminution de LH. Alors, au 14e jour, il y aura toujours le pic de LH. Est-ce qu'on comprend un peu bien? Alors, chers amis, je sais que je t'ai appris un peu sur les reins. Nous allons donc passer à notre information appelée peut-être activité cardiaque. Alors, activité cardiaque est relative au cœur. Vous devez connaître le schéma d'innervation que j'ai déjà fait la vidéo. Vous devez savoir analyser un schéma, c'est-à-dire quoi? Systole auriculaire, diastole auriculaire, systole ventriculaire, diastole générale ou diastole ventriculaire. Alors, après ce schéma, vous devez savoir quelle différence il y a entre l'électromyogramme et l'électrocardiogramme et le cardiogramme. L'électrocardiogramme est le potentiel d'action du cœur en réalité. Donc, ça se trouve dans le temps de latence du cardiogramme. Alors, vous devez maîtriser ça, vous devez maîtriser le schéma du cœur, comme j'ai signifié et j'ai dessiné dans mes cours. Alors, chers amis, alors, vous devez savoir encore plus à quel moment parle-t-on de bradycardie, tachycardie. Bradycardie, c'est baisse du rythme cardiaque. Tachycardie ou tachycardie, c'est accélération du rythme cardiaque. S'il y a accélération du rythme cardiaque, on parle de tachycardie ou tachycardie. S'il y a baisse du rythme cardiaque, on parle de bradycardie. Alors, quelles sont les enzymes responsables de la diminution, de la baisse du rythme cardiaque? On a l'acétylcholinéstérase, ou bien appelé ACH. Alors, quel est l'hormone responsable de l'accélération du rythme cardiaque? Il s'agit de l'adrénaline. L'adrénaline accélère le rythme cardiaque. Pourtant, l'acétylcholine lui diminue, il baisse le rythme cardiaque. Alors, on utilise l'acétylcholine lorsque nous sommes en face d'un sujet appelé qui parle plus de nerfs parasympathiques. Nerfs
parasympathique, nerf orthosympathique, nerf vague et puis nerf pneumogastrique. Alors, nerf 10, nerf parasympathique, nerf vague, nerf pneumogastrique sont des nerfs moteurs. Alors, il faut maîtriser ça. Ce sont des nerfs moteurs, mais leur action est cardio-modératrice. On voit un peu bien. Alors, les nerfs parasympathiques sont les nerfs moteurs. Leur action cardio-modératrice. Maîtriser ça. Quant aux nerfs orthosympathiques, sont appelés les nerfs sympathiques. Eux, ils agissent sur le rythme cardiaque en accélérant le rythme cardiaque si jamais vous les excitez. Si vous portez une section, ça diminue le rythme cardiaque. Alors ici, le nerf orthosympathique aime beaucoup la présence de l'adrénaline parce que l'adrénaline aussi joue le même rôle que lui. Alors, comme l'adrénaline permet d'accélérer le rythme cardiaque, le nerf orthosympathique aussi augmente le rythme cardiaque. Lors de sa stimulation, ça augmente, mais lors de sa section, ça diminue. Vous devez aussi connaître les nerfs sino-aortiques, appelés les nerfs de Hérin et de Sion. Ces nerfs-là ont une action cardio-modératrice, mais sont des nerfs sensitifs. Mais quel est le rôle du nerf orthosympathique? C'est d'abord un nerf, sa nature c'est un nerf moteur, mais c'est un nerf qui a pour rôle cardio-accélérateur. Alors, si vous utilisez action, c'est cardio-accélératrice. Alors, chers amis, après cette information, je t'ai parlé et je vais te parler en réalité même d'une information qu'il ne faut jamais oublier. Il s'agit du tissu nodal. Le tissu nodal est la clé même du cœur. Alors, le muscle du cœur est appelé le myocarde, mais le tissu nodal qui concerne le nœud sinusal, le nœud septal, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Une fois que le nœud sinusal ne fonctionne pas bien, c'est que l'ensemble du cœur ne fonctionne pas bien. Car le nœud sinusal est le pacemaker, est l'entraîneur du cœur. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui contrôle toute l'activité du cœur. Donc il faut maîtriser cette information. Chers amis, parlons de synapse. Pourquoi dit-on que la synapse est orientée? C'est parce que l'influx nerveux transmet l'information de la membrane présynaptique vers la membrane postsynaptique. Alors, lorsque vous dessinez, vous devez savoir qu'il y a le bouton synaptique, la membrane synaptique, l'entrée des ions Ca2+, et si la synapse est en activité, c'est qu'il y a ouverture des canaux, c'est-à-dire quoi? Il y a exocytose. Mais si c'est au repos, il n'y a pas d'ouverture des vésicules synaptiques qui vont descendre. C'est-à-dire quoi? Les vésicules synaptiques possèdent à leur sein les neuromédiateurs, appelés les neurotransmetteurs. Ce sont ces neuromédiateurs-là qui doivent sortir des canaux. Et puis une fois que ça sort des canaux, ça vient se fixer sur la membrane postsynaptique appelée récepteur postsynaptique. Alors, pour reconnaître qu'une synapse est dite présynaptique, c'est lorsque vous voyez des vésicules synaptiques. Si vous ne voyez pas, c'est que la synapse est postsynaptique. Alors, je répète, pourquoi dit-on qu'une synapse est orientée? Parce qu'elle transmet l'influx nerveux de la membrane présynaptique vers la membrane postsynaptique. Alors, chers amis, nous allons donc parler de structure nerveuse. Structure nerveuse, on aura donc 4 schémas. Les 4 schémas que l'on vous donne, il y aura 2 schémas sans excitation et 2 schémas avec excitation. Lorsqu'il y a les électrodes réceptrices et il n'y a pas d'excitation, on obtient des potentiels. Et quel genre de potentiel? Potentiel de repos. Et on parle de potentiel de repos lorsque la différence de potentiel chute de 0 à moins 60 mV. Le potentiel est qualifié de repos en absence d'excitation. En absence aussi d'excitation, lorsque il y a les électrodes réceptrices et puis il n'y a pas d'excitation, comme tu viens de dire, en absence d'excitation, si la différence de potentiel ne dévie pas est nulle, on aura donc un potentiel de référence appelé potentiel nul. Une fois que vous connaissez ces différentes informations, alors vous connaissez la différence entre le potentiel de repos qui dévie à moins 60 mV, il n'y a pas d'excitation. Quant à l'autre, on ne dévie pas, reste aussi 0, il n'y a pas d'excitation. Alors, à quel moment il y a excitation? C'est lorsqu'on obtient des potentiels d'action. Si vous obtenez des potentiels d'action appelés PA, le PA peut être monophasique ou diphasique. Monophasique, ça signifie que ça possède une seule phase. Vous devez savoir analyser un PA monophasique qui possède l'artefact de stimulation, qui est le moment précis de la stimulation. A à B est le temps de latence de B à C, est la phase de dépolarisation de C à D comme ça, qui est la phase de repolarisation, et de E à F, par exemple de C, de E à F est la phase d'hyperpolarisation.
On parle de hyperpolarisation lorsque nous sommes en phase de synapse inhibitrice. On parle de hyperpolarisation lorsqu'on parle de synapse inhibitrice. Alors, donc, il faut savoir analyser une courbe monophasique. Artefact de simulation, temps de latence, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Alors, ici, à quel moment il y a un potentiel appelé potentiel membrane, monophasique, potentiel d'action monophasique? C'est lorsque les deux l'une des microélectroréceptrices est enfoncée dans l'axone et l'autre se trouve à l'extérieur de l'axone. Alors, l'une est enfoncée à l'intérieur de l'axone et l'autre se trouve à la surface de l'axone. Dans ces conditions, lorsqu'on apporte des excitations, on obtient des potentiels d'action monophasique. Il vient de faire une analyse. Donc, on reprend. Lorsque l'une des microélectroréceptrices est enfoncée dans l'axone et l'autre se trouve à l'extérieur de l'axone, dans les conditions, lorsqu'on porte des stimulations, on obtient un potentiel d'action appelé potentiel d'action monophasique qui possède l'artefact de simulation, le temps de latence, la phase de dépolarisation, la phase de repolarisation et la phase d'hyperpolarisation. Le deuxième cas est le potentiel d'action diphasique à deux phases. Ici, comme on obtient les deux microélectroréceptrices sont dans le même champ, dans le même milieu, en présence d'excitation, on obtient un potentiel d'action diphasique. Deux phases qui va posséder ici artefact de simulation, temps de latence, première phase de dépolarisation, première phase de repolarisation, deuxième phase de dépolarisation, deuxième phase de repolarisation. Là-bas, il n'y a pas d'hyperpolarisation. Alors, quand est-ce que l'on dit qu'une synapse est dite inhibitrice? C'est lorsque ça possède, est dans la phase d'hyperpolarisation. Alors, maîtrisez cette information. Chers amis, nous allons parler de muscles striés squelettiquement. Alors, cet exercice est très intéressant. Ici, le professeur va te donner un schéma qui va posséder, par exemple, 4 phases. Phase de repos, phase d'attachement, phase de pivotement ou glissement et phase de détachement. Pendant la phase de repos, les sites d'attachement des filaments de myosine et d'actine sont masqués. Dans ce cas, ils sont masqués par la tropomyosine. Ici, l'on dira que une fois qu'ils sont masqués, il y aura la régénération de l'ATP. Il y aura la régénération de l'ATP. Pourquoi? Parce que les sites d'attachement des têtes de myosine sont masqués par la tropomyosine. Alors, on parlera donc ici d'une information principale appelée phase de repos. Régénération de l'ATP. Pendant la phase d'attachement, il y aura un pont formé entre actine et myosine. Alors, on parlera donc de la formation d'un pont actino-myosine. Pendant la phase de pivotement ou glissement, il y aura pivotement ou glissement des filaments d'actine en celle de myosine. Une fois que on a glissement des filaments d'actine en celle de myosine, on parle donc de la phase de comment on appelle ça, de glissement au pivotement. Et la dernière phase est la phase de détachement. Alors la phase de détachement, il y aura rupture du pont actomyosine qui a été formé dans la phase de pivotement ou glissement. Alors pendant la phase d'attachement, s'il vous plaît, pendant la phase d'attachement, alors le pont actomyosine va être détruit. On parle de rupture du pont actomyosine. Alors après, vous devez connaître les modifications observables. Alors, il y aura donc l'apparition de deux sarcomères qui vont, dans un premier schéma, sarcomère relâché et puis sarcomère contracté. Ici, lorsque le professeur te dit de donner les modifications observables, vous devez dire qu'il y aura raccourcissement du sarcomère et rétrécissement de la zone H et aussi de la bande A. Alors, vous devez maîtriser ça. Vous devez maîtriser ça. Parce que l'on vous présente ces exercices tellement de fois. N'oubliez pas de savoir faire le schéma de mitochondrie.
La mitochondrie est le siège de la respiration. La mitochondrie permet de fournir l'énergie ATP. Lorsque vous regardez le schéma de la mitochondrie, qu'est-ce que vous constatez? À l'intérieur, il y a une membrane qui est appelée membrane externe. Et à l'intérieur, membrane interne. Entre les deux membranes, il y a un espace appelé espace intermembranaire. Après l'espace, vous rentrez dans le schéma. On parle de crête, on parle de matrice, on parle de grain dense, on parle de ADN mitochondrial. Ce schéma porte le nom de schéma de la mitochondrie. Ça fait plusieurs années, non pas encore donné. Donc, chers amis, faites attention. Maîtrisez bien ce schéma. Alors, nous allons parler du mécanisme de la contraction musculaire. C'est ce qu'on avait dit que ça possédait donc 4 phases. La phase de repos, la phase d'attachement, la phase de pivotement ou glissement et la phase de détachement. C'est le mécanisme de la contraction musculaire. Ce mécanisme va faire intervenir les grandes lignes du métabolisme énergétique. Chers amis, quelles sont les grandes lignes du métabolisme énergétique? Les grandes lignes du métabolisme énergétique se font comme suite. On a deux types de voies. Les voies rapides et les voies lentes. Quelles sont les voies rapides, chers amis? Les voies rapides se font par myokinase et par phosphocréatine kinase. Donc on répète, voie rapide, voie lente. Les voies rapides se font par myokinase et par phosphocréatine kinase. Faisons donc l'équation de la myokinase. ADP plus ADP nous donne ATP plus AMP. Faisons donc le schéma de la phosphocréatine kinase. Ici, on aura ADP plus phosphocréatine par phosphocréatine kinase donnera ATP plus créatine. Il s'agit donc des voies rapides. Une fois que vous parlez des voies rapides, vous devez maintenant descendre. Lorsque vous descendez, vous allez voir donc l'apparition du glucogène. La dégradation du glucogène en glucose est appelée la glucogénolyse. Alors la glucogénolyse est la dégradation du glucogène en glucose. Alors si vous avez aussi la glycolyse, c'est lorsque vous quittez l'étape de glucogénolyse en rencontrant le glucose. Alors il faut maîtriser ça. La glucogénolyse, c'est la dégradation du glucogène en glucose. Alors, une fois que vous avez ça, vous allez avoir sur votre schéma O plus O moins. Ce qui signifie l'acide lactique et l'acide pyruvique. L'acide lactique est O moins et l'acide pyruvique est O plus. Dans ce cas, en bas de votre schéma, vous allez donc avoir respiration et fermentation. Alors, vous êtes arrivé dans les voies lentes. Les voies lentes, on parle de respiration et fermentation. La respiration a lieu dans la mitochondrie et la fermentation a lieu dans le hyaloplasme. La respiration a lieu dans la mitochondrie et la fermentation a lieu dans le hyaloplasme. Alors, il faut retenir cette information. Ces voies-là sont qualifiées de voies lentes. Alors, pour reconnaître les voies lentes, on parle de aérobie et anaérobie. Aérobie, c'est présence d'oxygène. Anaérobie, c'est absence d'oxygène. On parle de présence d'oxygène lorsque nous sommes dans la mitochondrie. On parle de absence d'oxygène lorsque nous sommes dans la fermentation. Chers amis, il faut connaître aussi les chaleurs. On a la chaleur initiale et la chaleur retardée. La chaleur initiale se trouve dans le temps de contraction. Et dans la chaleur retardée se trouve dans le temps de relâchement du cardiogramme. Alors dans ce cas, on va parler de cardiogramme. Il y a cardiogramme et il y a électrocardiogramme. Alors faites attention. L'électrocardiogramme se trouve aussi dans le temps de latence du cardiogramme. Alors vous pouvez avoir des chaleurs. Ces chaleurs sont appelées les phénomènes thermiques. Quelles sont les chaleurs? Chaleur initiale, chaleur retardée. Chers amis, parlons donc de la structure nerveuse. Ça fait longtemps. Vous devez connaître le schéma parlant de la zone liminaire et la zone en dessous de la zone liminaire et en deçà de la zone liminaire. Lorsque les excitations se font au-dessus du seuil d'excitabilité, on parle de excitation supraluminaire. Lorsque ça se fait en deçà, c'est-à-dire au-dessous de la zone liminaire, on parle de intensité infraluminaire. Lorsque vous excitez une fibre nerveuse, vous obtenez aucune réponse en dessous du seuil d'excitabilité, mais une réponse d'emblée maximale à partir du seuil d'excitabilité. On dit que la
fibre nerveuse obéit à la loi du tout ou rien. La loi du tout ou rien, c'est lorsque on excite la fibre nerveuse. Et le phénomène de sommation, c'est lorsque on excite le nerf. On reprend. Lorsque on excite la fibre nerveuse, on a la loi du tout ou rien. Lorsque on excite le nerf, on a la loi ou bien le phénomène de sommation. Alors, si jamais on a excité le nerf, on a le phénomène de sommation. Lorsqu'on a excité la fibre nerveuse, on a la loi du tout ou rien. Sans oublier de maîtriser plusieurs informations comme la réobase, la coronassie et le temps utile. La réobase, c'est l'intensité minimale qui correspond à une seule réponse d'excitation. Mais quant à la coronassie, est la durée minimale ou le temps minimal qui correspond à 2 fois la réobase. Le temps utile est le temps qui correspond à la réobase. Le temps utile est le temps qui correspond à la réobase. La coronassie est la durée minimale qui correspond à 2 fois la réobase. Une fois que vous maîtrisez le schéma, vous devez aussi savoir qu'on peut vous tendre un exercice avec tableau où vous allez réaliser la courbe, où vous allez présenter la coronassie, la réobase et le temps utile. Savoir quelle est l'intensité qui se trouve au-dessus de celle d'excitabilité. On parle de intensité supraluminaire et en deçà, l'intensité infraluminaire. C'était très simple. Alors, chers amis, nous allons passer à notre information qui va rester. Je vais prendre quelle information? La reproduction. Alors, chers amis, la reproduction, on a donc 2 leçons, la reproduction chez les mammifères et la reproduction chez les spermaphites. On avait déjà parlé de la reproduction chez les mammifères, mais tu as remarqué que je n'ai pas parlé de la reproduction chez les spermaphites. Mais c'est mon coup de gueule. Ça veut dire quoi? Je préfère que vous soyez tellement à fond dans la dernière partie. Parce que la reproduction chez les spermaphites sort 98%. Ici, pourquoi ça sort? Parce que vous devez connaître la formation du grain de pollen et la formation du sac embryonnaire. Alors, comment reconnaître les 2 types de formation? La formation du grain de pollen, c'est-à-dire la formation du grain de pollen. Alors, une cellule mère diploïde subit 2 méioses par division pour donner 4 cellules filles appelées cellules haploïdes. Chaque cellule haploïde se différencie pour devenir désormais les microspores. Donc on a 4 microspores. Chaque microspore se différencie pour donner un grain de pollen. Et les grains de pollen auront les noyaux reproducteurs et les noyaux végétatifs. Noyaux reproducteurs et noyaux végétatifs. Maîtriser. Les noyaux reproducteurs sont de petites formes. Les noyaux végétatifs sont de grandes formes. Le grain de pollen, savoir dessiner ainsi que de connaître les noms. Exine, intine, noyau reproducteur, noyau végétatif. Alors, cette information, vous devez donc les maîtriser. On reprend. Une cellule mère diploïde, c'est-à-dire une cellule qui a 2 N chromosomes, subit 2 divisions par méiose pour donner 4 cellules filles appelées les cellules haploïdes, qu'on appelle les microspores. Chaque microspore se différencie pour donner un grain de pollen. Alors, chers amis, nous allons passer à la formation du sac embryonnaire. Une cellule mère diploïde subit 2 divisions par méiose pour donner 4 cellules, dont 3 dégénèrent. Un seul grossit et son noyau devient le noyau de la mégaspore. Son noyau subit 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux fils. Par la suite, le cytoplasme élabore des cloisons qui isolent les 8 noyaux en 7. L'ensemble forme le sac embryonnaire, constitué de 2 noyaux centraux, de 3 antipodes, de 2 synergides, de 1 osphère, et voici donc les 7 des 8 qui sont devenus les 7. Ici, il y aura donc accroissement dans un premier temps et il y aura dégénérescence. Cher ami, tu viens de comprendre comment l'on peut donner une formation du sac embryonnaire et du grain de pollen. Nous allons parler de la double fécondation. Cher ami, qu'appelle-t-on double fécondation? Ici, le noyau végétatif va dégénérer après la formation d'un tube pollinique. Quant au noyau reproducteur,
se subdivisent pour donner deux entérozoïdes. L'un des entérozoïdes s'unit avec le noyau de l'osphère pour donner l'œuf principal ou l'œuf principal ou l'œuf embryon à deuxième chromosome. Quant au deuxième noyau, lui s'unit avec les noyaux centraux pour donner l'œuf accessoire ou l'œuf albumène à troisième chromosome. Quelles sont les conséquences? L'œuf principal qui donne l'œuf embryon et l'œuf accessoire qui donne l'œuf albumène. L'œuf embryon et l'œuf albumène vont fusionner pour constituer la graine. L'ovule est la graine et l'ovaire, ce sont les fruits. L'ovule est la graine et l'ovaire, ce sont les fruits. Alors, cher ami, je viens de te rappeler comment l'on maîtrise tous ces chapitres. J'étais très fier de partager cette vidéo avec vous, mais pour ceux qui veulent savoir directement quels sont les sujets qui sortiront, il y aura immunologie, il y aura génétique, il y aura pédo selon moi, et pour finir en beauté, il y aura reproduction et des vrais ou faux parlant des reproductions spermatozoïdes, de mammifères aussi, et des réflexes et aussi de muscles striés squelettiques. Chers amis, j'ai été très content d'aborder ces différents thèmes avec vous.